هؤلاء الرجال الذين تشاهدونهم هم الشخصيات التاريخية الجزائرية التي قادت المفاوضات والمسماة باتفاقية إيفيان. حدث هذا سنة 1962. وإليكم تاريخ هذه المفاوضات حسب تسلسل أحداثها، منشطة ومعللة ومحللة بلسان صانعها. في هذا الوقت بالذات المظاهرات الشعبية الكبرى التي حدثت يوم 11 ديسمبر 1960 في العاصمة وعبر المدن الكبرى سجلت منعطفا حاسما في تاريخ الثورة. إن تاريخ 11 ديسمبر 1960 يعد حلقة أساسية في الكفاح المسلح وفي مجرى المحادثات. لقد برهنت أن الروح النضالية للجماهير بقيت عالية، وهذا رغم الرعب البوليسي والعسكري. إنها أقنعت الجنرال دوغول على أن أي محاولة لفرض الحل العسكري فاشلة، وبالتالي لقد لعبت هذه المظاهرات دورا حاسما في إسراع مجرى المحادثات. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. من هذا المكان، من هذه الغرفة، لأول مرة انطلق أول حوار لاتفاقية إيفيان. من هذه الغرفة صاحبها المحامي الكبير متر لاليف. Monsieur Lalive, bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter comment a eu lieu pour la première fois cette rencontre ici dans cette pièce avec Monsieur Boulahouf et Maître Nicolet. Et c'est très volontiers que je vous raconterai tout cela. C'est de l'histoire ancienne qui remonte à plus de 30 ans, mais mes souvenirs sont extrêmement vivants. C'est un peu les hasards de l'histoire qui ont valu à cette pièce, la bibliothèque de ma vieille maison de Vendeuvre, qui est une ferme du XVIIIe siècle transformée en résidence. Et vous vous trouvez ici dans ma bibliothèque où quelques jours avant Noël 1960, j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de réunir ici deux très bons amis. L'un était maître Raymond Nicolet, un camarade d'études, brillant avocat à Genève, aujourd'hui disparu, et un autre ami à moi, monsieur Olivier Long, qui était ambassadeur de Suisse et qui devint ensuite directeur général du GATT. Et ce sont ces deux amis qui m'ont fait rencontrer ici même monsieur Tayeb Boularouf, qui était un émissaire du FLN, du gouvernement provisoire de la République algérienne, et qui était en train de rechercher les voies et moyens pour renouer la discussion avec le gouvernement français. On savait que des deux côtés, il y avait une certaine volonté de négocier, mais tous les efforts qui avaient eu lieu jusqu'à cette époque-là avaient été torpillés parce que l'OAS occupait le terrain de tous les côtés et véritablement, il était impossible de renouer le dialogue. Et il s'est trouvé que ces messieurs se sont réunis chez moi
et nous ne pouvions pas le savoir à l'époque, c'était le 23 décembre, 2 jours avant Noël, il faisait très froid. En plein hiver, il faisait très froid dehors, et ces messieurs s'étaient réunis ici. Monsieur Boularouf était un ami de Nicolet, et j'étais moi-même donc un ami des deux autres, et nous avons eu un dialogue dont l'histoire et les développements ultérieurs ont montré que c'était véritablement ici que s'est amorcé, qu'a commencé ce que vous avez appelé très justement le processus de négociation qui a conduit aux accords d'Évian, c'est-à-dire à l'indépendance de l'Algérie. Donc on peut dire que les accords d'Évian ont un acte de naissance, votre maison. Oui, c'est un peu le hasard. Nous ne pouvions hasard. pas à l'époque imaginer que cette rencontre, qui était une rencontre tout à fait privée et secrète pour des raisons évidentes, nous nous étions réunis véritablement un peu comme des conspirateurs, il faut bien le dire, pour procéder à un vaste échange de vues sur toute la situation et surtout entendre M. Tayeb Boularouf qui nous a fait à moi-même et à mon ami Olivier Long une impression, je dois dire, extraordinaire. Un homme, un très bon négociateur, un homme très convaincu, un idéaliste, un homme passionné, très patriote, très convaincu que l'Algérie devait s'acheminer vers l'indépendance le plus tôt possible, cela dans l'intérêt, bien entendu, des Algériens, mais aussi dans l'intérêt bien compris des Français et de nous tous, par conséquent. Maître Lalive, quelles sont les circonstances historiques qui vous ont poussé à vous intéresser à la question algérienne? Est-ce que la question algérienne était pour vous quelque chose de connu déjà à l'époque? Voici une très bonne question qui demanderait une réponse assez longue, mais je ne vais pas vous faire le récit de ma vie qui serait peut-être sans grand intérêt. Je dois cependant vous rappeler ceci. Pendant la guerre, comme M. Olivier Long le rappelle dans son livre, nous avons travaillé, lui et moi, ensemble à la Croix-Rouge internationale. Peu après la fin de la guerre, j'ai été appelé, ce qui était évidemment un privilège pour moi, à la Cour internationale de justice à La Haye comme premier secrétaire de la Cour où j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans. La Cour, à ce moment-là, avait un peu moins à faire, ou même beaucoup moins à faire qu'aujourd'hui, puisque c'était la guerre froide et que les grandes puissances recherchaient plutôt des discussions politiques que juridiques. Alors M. Hammarskjöld, qui était alors secrétaire général des Nations Unies, à ma demande, m'a transféré, comme haut fonctionnaire international, m'a transféré à Beyrouth pour m'occuper, dans le cadre de l'UNRWA, des réfugiés palestiniens. Et j'ai découvert à ce moment-là le monde arabe, le problème palestinien, les difficultés presque, on peut le dire, insolubles ou presque insolubles de tout ce monde arabe en plein bouillonnement et des circonstances particulièrement dramatiques du Proche et du Moyen-Orient, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui encore, ces questions-là ne sont pas résolues. Et j'ai pu tout de même me rendre compte des problèmes du tiers-monde que nous connaissions assez mal à cette époque, nous autres de l'Europe occidentale. Je les ai découverts et je me suis intéressé à tous ces problèmes. Après 5 ou 6 ans de travail à Beyrouth, à Damas, à Amman, etc., je suis revenu à Genève comme avocat et en même temps comme secrétaire général de la Commission internationale de juristes qui s'occupait notamment de la défense des droits de l'homme. Et c'est en ma qualité de secrétaire général de cette commission que mon attention a été attirée sur les problèmes algériens et sur les drames épouvantables qui se nouaient presque chaque jour au moment où il y a eu la première révolte et toutes les conséquences de l'Algérie et les efforts vers l'indépendance. Et c'est comme secrétaire général de la Commission internationale de juristes, j'étais responsable des publications de la Commission que j'ai pu publier en 1959 et en 1960, des articles qui dénonçaient notamment la torture en Algérie et tous les problèmes qui se situaient. Et ces petits articles qui d'ailleurs n'ont pas du tout fait plaisir à un certain nombre même de mes bons amis français qui avaient cette idée étonnante pour nous autres Suisses que l'Algérie faisait partie de la France.
n'est-ce pas? C'était, je ne veux pas revenir sur toute cette histoire qui est Vous heureusement... parlez, déjà vous parliez de la torture dans ces articles. J'en parlais, je la dénonçais. Oui. Et comme je le dis, même des amis français très dévoués aux causes des droits de l'homme me disaient que j'allais trop loin, qu'on exagérait, enfin toute cette histoire, tous ces épisodes qui font partie de l'histoire. Donc j'ai été appelé, j'ai d'ailleurs reçu à ce moment-là plusieurs personnalités algériennes qui étaient de passage comme réfugiés ou comme exilés en Suisse. Je ne veux pas ici vous donner tous les noms, ce serait une longue histoire, mais ce qui fait que le problème algérien m'a paru extrêmement important et je n'arrivais pas à comprendre comment la France, auquel, il faut bien le dire, tant de liens nous attachent, que la France, qui avait donné l'indépendance à des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, comme le Sénégal et tant d'autres, s'accrochait à cette idée que l'Algérie faisait partie de la France. Enfin, je ne veux pas revenir, vous connaissez très bien cette histoire, et j'ai pensé qu'il fallait, de notre côté, faire tout ce que nous pouvions faire de la manière modeste d'un petit pays neutre, mais qui s'intéresse au tiers-monde et qui doit faire acte de solidarité avec tous les pays, et notamment les pays qui font partie du monde en développement. Dans un petit pays comme la Suisse, est-ce qu'il y avait des hommes comme vous à l'époque qui pensaient de la même façon? Ah, il y en avait un certain nombre, évidemment, peut-être pas du côté de notre gouvernement, attaché à une très prudente neutralité, ce qu'on peut comprendre, puisque la neutralité suisse a été aussi un moyen de nous protéger contre nos grands voisins très puissants, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Dans notre histoire, c'est la raison tout de même de la neutralité suisse, de rester à l'écart de tous ces conflits entre ces pays. Mais neutralité, comme on l'a dit depuis, ne veut pas dire indifférence et ne signifie pas non plus absence de solidarité. Et c'est ainsi que, en ma qualité de secrétaire général de la Commission internationale de juristes, j'ai constaté qu'il y avait des manquements très graves aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, et notamment à cette règle qui est l'indépendance des nations et des États. Et c'est de cette manière-là que je l'ai fait de manière assez prudente d'un côté, mais tout de même assez énergique de l'autre, puisque le gouvernement français, j'avais adressé comme secrétaire général un télégramme au général de Gaulle, qui est publié dans ce bulletin. Tout ça, c'est de l'histoire, c'était peut-être une goutte dans l'océan, mais comme on le sait, il faut beaucoup de gouttes pour arriver à creuser un trou quelque part. Voilà un peu ce qui m'a fait m'intéresser au problème algérien, un intérêt pour le monde arabe, un intérêt pour les pays en voie de développement, et aussi l'idée que les Français se trompaient complètement. C'est une idée que d'autres que moi, puisque M. Long, puisque Maître Nicolet, ont tous eu la même idée. Il y avait donc, si vous voulez, en Suisse déjà à cette époque, tout un mouvement. Je n'appellerai pas ça des activistes, parce que la Suisse est un petit pays qui ne doit pas être trop ambitieux et qui ne doit pas souffrir de mégalomanie, mais nous nous sommes dit, il y a des choses à faire, il faut soutenir ce mouvement vers l'indépendance. Si vous voulez, voici comment toute cette affaire s'est amorcée. Maître Lalive, est-ce que vous étiez convaincu quand même des difficultés de l'époque? Vous étiez convaincu à ce que les négociations allaient aboutir finalement? C'était des débuts difficiles. Est-ce que vous étiez optimiste? Écoutez, je suis de nature optimiste, ce qui ne veut pas dire béatement et sottement optimiste. Comme avocat, je dois voir les deux aspects d'un problème. On divise parfois les avocats entre les avocats négatifs, surtout qui voient tous les défauts d'une situation, voilà. Et il y a les avocats optimistes qui croient qu'on va trouver une solution. Il faut en réalité être à la fois l'un et l'autre. Je dirais que j'étais, si vous voulez, modérément et raisonnablement optimiste. J'étais certain qu'un jour, la France devrait comprendre que l'Algérie était une nation qui était vouée à l'indépendance. Le problème, c'était quand? Et plus vite ce serait, moins il y aurait mort d'hommes et moins de gens souffriraient, parce qu'évidemment, nous étions informés de ce qui se passait, des mouvements, des représailles de certaines unités françaises, de la torture, de toutes ces choses-là. Nous en étions indignés et nous avons essayé, dans la mesure modeste de nos moyens, de réagir à cette époque.
Et c'est pour cette raison que quand, je ne sais pas si c'est le moment de vous parler un petit peu de la manière dont Maître Nicolet a essayé de mettre en branle lui aussi un certain mouvement de négociation. Est-ce que c'est le moment de le dire? Maître Nicolet est venu un jour me voir et m'a dit on n'arrive pas à renouer le dialogue. Mes amis algériens sont consternés parce qu'ils pensent que du côté des Français, il y a des gens raisonnables qui seraient ouverts au dialogue et à rechercher une solution pacifique, une solution constructive. Mais tous ces hommes sont en quelque sorte paralysés. Il y a des menaces de mort. On l'a vu avec l'épisode du maire d'Évian qui a été plastiqué. Exactement. Et il y a eu même des menaces quand même des Suisses essayaient d'intervenir très prudemment. Tout le monde beaucoup de gens avaient un peu peur, tellement les milieux activistes de l'OAS étaient puissants. C'est un point d'histoire qu'on a parfois oublié, mais qui a été extrêmement fort, extrêmement efficace d'une certaine manière négative. Alors, de nature, vous êtes courageux, de nature... Écoutez, il faut l'être, vous savez, pour avoir... des circonstances. Nous fêtons cet été le 700e anniversaire de la Confédération suisse. Eh bien, nos ancêtres se sont battus contre des forces infiniment plus puissantes, les armées autrichiennes. Évidemment, à cette époque, ils ont démoli les armées autrichiennes en faisant tomber des rochers et des blocs et des troncs d'arbres sur ces armées qui voulaient envahir notre Suisse primitive. Et ils ont défait ces soldats super armés. Vous voyez, on a dans notre histoire, je ne veux pas exagérer les comparaisons, mais il y a eu une volonté d'indépendance qui rendait particulièrement sympathique à nos yeux la volonté d'indépendance du peuple algérien. Voilà un peu toute l'histoire, n'est-ce pas? إن العرض الذي سيقدمه السيد طيب بولحروف حول الوضعية في الجزائر وطموحات الشعب الجزائري وحول أشكال التعذيب والظلم والقمع الفرنسي أدت إلى تعاطف السويسريين إزاء القضية الجزائرية. استمعوا ما سيقوله السيد طيب بولحروف مع الإشارة أننا نحترم تسلسل أحداث التاريخ. هو النهار هذاك يعني يفتح المجال للمفاوضات. في الحقيقة يعني كان صديقي هذا ريمون نيكولي ومتر لاليف كذلك يعني من أبرز الشخصيات يعني في العالم فيما يخص يعني الحقوق والعدل. ولون كممثل الكونفدرالية الحكومة السويسرية في بيت. علاش بيت لاليف؟ لاليف مش معروف سياسيا، إنسان شخصية عظيمة، ولكن معروف من ناحية الحقوق، معروف من ناحية الفنون، من ناحية التياتر، من ناحية كذا. ولكن يعني في بيته كانت متهنيين باللي ما فيهش من ينتبه لنا. علاش؟ لأنها قلت لك أنا كنت ممنوع الوقت هذاك يعني دخولي، والدخول هذاك وقع بسوف كوندوي يعني خاص يعني من الطرف السويسريين. وجاءوا السفر من روما إلى سويسرا في القطار، وفي كياسو في الحدود الإيطالية السويسرية كان ينتظر فيا السفير بيشير هذاك والملحق تريبي. يعني وصلت يعني الحكومة السويسرية تعمل في شيء يعني سري، لأن مش في العادة متاعها تلعب ألعاب سرية. يعني الناس هذو الشخصيين هذوما يعني اللي كانوا ينتظروا فيها بسيارتين، بدلنا السيارات لأنه ممكن كان من يعس وإلا كذا، حتى من البلاك تاع السيارات نحبسوا في الظلمة ويبدلوهم وكذا وكذا. أقول يا سيدي الحق. على كل حال في بيته كانوا حاضرين اليوم هذاك هذا ماتر نيكولي في بيت جان فلافيان لاليف والسيد أوليفيي لون. évidemment أوليفيي لون يقول لي يعني ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ الموضوع لأن كما قلنا يعني لابد أن نلقى
حكومة وإلا دولة اللي عندها اعتبار معتبرة في العالم بأسره بجديتها وبحيادها، لا من طرف فرنسا ولا من طرفنا. والدولة هذه معروفة في تاريخها باللي تلعب دور عظيم للسلم في العالم، لأنها هناك قضية لاوس، هناك قضية الفيتنام، هناك كذا. ولكن يعني اليوم هذاك لابد أن نقنعهم، لأنها باش ما نزيدوش نطيحوا في نفس المشكل. قال يا جماعة إذا كان حكومتكم عندها اتجاه وعندها نفس الرأي كما احنا باللي لابد أن نعير الفرنسويين، هل ترى طابوا لشيء جدي، وقولوا لنا إذا كان الدور متاعكم راه معروف، والحرب الثورية في الجزائر معروفة، وموقف فرنسا معروف، والعمليات متاعها قبل اليوم معروفة. نحن الآن نكلمكم لأنها هذه يعني تدل باللي عندكم دور تقدروا تلعبوه وتزيدوه في تاريخكم على النتائج متاع دولتكم في سبيل السلم. ما هو الجواب الذي كان عند أوليفي لونغ اللي كان ممثل الكونفدرالية السويسرية في الوقت هذاك؟ لون قال لي انا لابد نشوف الحكومه نتاعي لان سهلت لي اتصال معاك، ولكن لابد نقول لها هل ترى انت تمثل الحكومه والا رئيس الحكومه والا غيرهم؟ قلت له يا مسيو لون، هذه الاتصالات مع فرنسا راهي الاتصالات والتعيير، لو سونداج دي فرنسي سيتي با s'inscrit dans le cadre de notre indépendance, de notre lutte d'indépendance, et c'est toute la révolution algérienne. C'est pas une affaire de personne, c'est un problème de toute la révolution, de l'ALN, de tout ce que représente cette lutte extraordinaire de notre peuple. Et dans ces cas-là, vous pouvez être assuré que c'est très sérieux. C'est très sérieux, et c'est à votre gouvernement de voir s'il peut aller dans la voie que nous lui proposons d'engager. Après la rencontre avec M. Boulahrouf, je suis allé à Berne voir M. Max Petitpierre, chef du département politique fédéral, pour lui expliquer ce que j'avais entendu et lui dire lui demander s'il ne voyait pas d'objection à ce que j'aille à Paris rapporter ce que j'avais entendu de Boulahrouf à titre personnel à un ami qui se trouvait être le ministre des Affaires algériennes récemment créé par le général de Gaulle, Louis Jox. Donc vous estimiez que le contenu de la discussion entre vous, M. Boulahrouf, et les deux avocats genevois était une discussion très sérieuse pour pouvoir... J'ai été, je dois dire, très favorablement impressionné par l'exposé de M. Boulahrouf et la façon dont il le faisait, parce qu'on sentait qu'il y avait là derrière un très sérieux travail politique de la part des membres du GPA qui avaient, comme le disait Boulahrouf, cherché toutes les méthodes possibles et imaginables pour renouer le contact de façon à reprendre d'une façon ou de l'autre une négociation avec les Français. Et c'est ça que j'ai dit à M. Petitpierre, et c'est ça que j'étais prêt à dire si je le rencontrais au ministre Louis Jox. والذي يجب التأكيد عليه أن أصدقاءنا السويسريين التزموا لبولحروف أنهم سيلعبون دورا وسيطا بين الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسية، ويجب أن نسجل مرة أخرى أن هذا الالتزام كان أيضا شخصيا من طرف أوليفي لونغ. ومن هنا
تتابعت لقاءات سرية أخرى في منزل أوليفي لون الريفي الذي نشاهده على الصورة، وهو المنزل الذي يقع على الحدود السويسرية الفرنسية. سنستمع إلى السيد أوليفي لون حول هذه اللقاءات السرية، والذي سيتحدث لكم عن المبعوثين الجزائريين والفرنسيين. Les émissaires français, ils venaient, c'était leur affaire, ils venaient par où ils voulaient, et ils venaient parfois en voiture. Et comme il y a beaucoup de trafic frontalier, c'est très rare, puis qu'il n'y avait aucune raison de leur demander quoi que ce soit. C'est très rare même qu'on ait à montrer un papier à la frontière, on passe et puis voilà. Par conséquent, ils venaient et puis ils pouvaient ici attendre tranquillement que j'ai amené leurs interlocuteurs algériens et puis ils s'enfermaient dans la maison, parlaient de leurs affaires et au moment où c'était terminé, on s'assurait qu'ils puissent rentrer chez eux tranquillement. Ça s'est passé combien de fois? Je ne vais pas vous dire exactement, ça s'est passé plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Parce que c'était peut-être contraire aux bonnes règles de la négociation secrète, mais il y avait des moments où on devait improviser à la dernière minute des rencontres et on n'avait pas le temps de préparer une opération telle que celle que vous avez vue à l'hôtel de ville de Genève, parce que ça demande un préavis, n'est-ce pas, et des arrangements. Tandis que là, quand on me disait il faut qu'on se rencontre dans quelques heures, eh ben, c'est vite fait, quoi. Oui, c'est vite fait. Sans aucun protocole. Et comme là, sans aucun protocole, et puis surtout, on peut faire ça chez soi. Que ce soit dans la campagne d'Olivier, dans la maison de campagne d'Olivier, ou ailleurs, consistait à préparer le climat de manière que les choses aillent bien. Et pour cela, il fallait que les choses soient dites entre quatre murs. Seules quelques personnes en France, dans le gouvernement, et d'autres chez nos frères algériens, étaient au courant de ce qui se passait. Peu de gens savaient comment se déroulait. Alors, je vous dirai cela pourquoi? Parce qu'il y a également eu une opération du président Bourguiba, à l'époque. Il s'était rendu à Rambouillet pour voir en visite auprès du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait lui-même, dès le départ, et là je tiens à le dire, Yani, a insisté pour que le secret soit gardé. Il avait ses raisons, nous avions les nôtres. Et recevant Bourguiba, visite amicale, discussion amicale, etc. Mais nous avons appris par la suite de la bouche du président Pompidou que jamais le général de Gaulle n'a mis au courant le président Bourguiba, qui se présentait à l'époque comme étant un peu le porte-parole de la révolution, qui tenait à jouer son petit rôle comme d'autres chefs d'État arabes, en quelque sorte des tuteurs. Il s'en est trouvé beaucoup. الناس اللي يحبوا يتكلموا باسم الثوره الجزائريه ويستغلوا هذا. ما قالوش كلمه على المفاوضات. كيف رجع الرئيس بورقيبه لتونس سمع بعدين باللي فيه مفاوضات، وهذاك الوقت يعني زعل علينا احنا وعلي انا شخصيا. كيف هذا الطيب والحروف ما يقوليش وما يعلمنيش وكذا. وهذا الكلام قالوا لي وقالوا لسي عبد الله بن طوبال، يعني كيف يعني انا رئيس دوله وانا كذا وانا اخوكم وكذا ما تقولوليش. يعني c'est vous dire يعني l'importance du secret. هذه pour ce qui est de la campagne, de la maison de campagne de monsieur. إن أوليفي لون والسلطات السويسرية لم يلتزما رسميا إلا بعد نتائج الاستفتاء المتعلق بتقرير المصير من طرف الشعب الجزائري، والذي جرى في فرنسا يوم 8 جانفي 1961. وللتذكير فإن هذا الاستفتاء للناخبين الفرنسيين، بما في ذلك المقاطعات الجزائرية أهالي كانوا أم أوروبيين الأصل، هم مدعوون للتصويت حول حق تقرير المصير. في فرنسا المتروبولية 75% من الناخبين أعطوا للجنرال دوغول النعم الجماهيري الذي طلبه منهم، وفي الجزائر 71% من الناخبين استجابوا إيجابيا.
يوم 9 جونفي 1961 السيد ماكس بوتي بيير وهو مستشار فيدرالي سويسري ومدير المصلحة السياسية لاحظ أن نتيجة الاستفتاء في فرنسا ترجمت على أنها ضوء أخضر للجنرال دوغول لمتابعة المباحثات مع القادة الجزائريين، وبالتالي سمح ماكس بوتي بيير لأوليفي لون أن يذهب بعيدا في العمل الذي بدأه فلنستمع إليه. Oui, c'était un référendum sur l'autodétermination des populations algériennes, si je me souviens bien. Par conséquent, le fait que ça a été accepté avec une très très forte majorité en France signifiait que la France et le gouvernement français avaient la voie ouverte sur le plan politique français pour chercher à entrer en contact, en négociation avec les représentants des algériens, c'est-à-dire le GPA. Et c'est pour ça que j'avais attendu, après avoir rencontré Boularouf et d'accord avec lui, nous étions tombés d'accord que ce n'était pas la peine que j'aille à Paris parler de ce qu'il m'avait dit avant de savoir quel serait le résultat du référendum. Le référendum passé, je me suis trouvé, je crois, déjà le lendemain, si je me souviens bien, je crois que c'était le 10 janvier, à Paris pour rencontrer Louis Joxe. Donc ce résultat vous réconfortait en quelque sorte? Ah ben, ce résultat, c'était, si vous voulez, c'est un mandat. Un mandat donné par le général de Gaulle afin de... Un mandat à ma modeste personne, dans la mesure où j'étais approché par un émissaire algérien qui avait la confiance du GPRA et de son président de l'époque, M. Ferhat Abbas, pour chercher des contacts avec les Français pour aider à entamer une négociation secrète entre Algériens et Français. D'accord. C'est ça que c'est dans si vous voulez, c'est dans ce sens que j'appelle ça un mandat à ma modeste personne. Pour bien comprendre des choses, il faut revenir au premier contact que j'ai eu avec M. Long. Et c'est à ce moment-là que M. Long, quand il avait vu M. Max Petit-Pierre, M. Petit-Pierre, Kallou, les Français préparent, le général de Gaulle prépare un référendum, il vaut mieux attendre la suite du référendum pour donner plus de chance à une possibilité de négocier. Mais ça, c'est le problème des Suisses qui essayaient d'arranger les choses de manière que la négociation ait lieu, et le problème surtout des Français. Moi, je ne vois aucun inconvénient, c'est pas mon problème. Positif ou négatif, ça n'a أنا ما ندخلش في الأمور هذه. هل ترى فرنسا مستعدة تتفاوض معنا في إطار الاستقلال الجزائري وفي إطار الأفكار نتاعنا يعني كذا وفي المصالح السلم وإلا لا؟ درك إذا كان الريفيروندوم دون ان وي ماسيف او دو غول ولا لا، أنا ما ندخلش في الأمور هذه. Mais de toute façon, je crois que le général de Gaulle était dans une situation telle qu'il aurait fait les négociations, même si le référendum n'aurait pas donné le résultat. Seulement, ça lui a donné incontestablement plus de force, et ça a permis aux Suisses de dire au général, voilà, maintenant, je crois que vous pouvez y aller. Voilà. Vous pouvez y aller. فلنسبق قليلا التطور التاريخي لهذا المفاوضات لنستمع إلى المسؤول الأول الفرنسي حول القضية الجزائرية التي أصبحت الآن القضية رقم 1 ليس في فرنسا فقط بل حتى في العالم. Cela étant, la France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes se constituent en un État entièrement indépendant. Elle est toute prête à organiser avec les éléments politiques algériens, et notamment avec ceux de la rébellion, la libre autodétermination. إننا نعتقد أنه من الأجدر والضروري أن نتبع الخطوة تلو الخطوة إشارة بعد إشارة للمجزر الطويل والصعب وأحيانا خطير للمفاوضات التي لا زالت في مهدها. فلنبدأ إذن بأول اتصال
جرى في باريس سريا لكنه رسميا لأوليفي لون، وسيكون لهذا التنقل طابعا مصيري وتاريخي. J'ai rencontré Louis-Jacques et je lui ai dit, voici ce qui m'arrive. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Genève, à sa demande, un émissaire du GPA qui m'a fait l'effet d'un homme sérieux et qui avait un message sérieux et important à faire et qui souhaitait qu'il soit transmis du côté français. Je suis par conséquent venu vous le dire. Ce qui j'ai constaté que Louis-Jacques avait l'air d'être très intéressé, je veux dire avec une certaine surprise, parce que je pensais qu'il devait entendre beaucoup de choses concernant les façons de voir du GPA, mais manifestement ça l'intéressait et il m'a dit qu'effectivement il y avait beaucoup de personnes qui venaient lui parler, mais que ça n'était jamais sérieux et que c'était en fait la première fois depuis un certain temps qu'il avait le sentiment qu'il y avait là quelque chose de direct, de sérieux venant du GPA suite à la visite que Boulahrouf avait faite à Genève. Ouais. Et il m'a dit, je m'en vais aller en parler au général. Et après quelques heures, il est revenu et il m'a dit textuellement, dites à M. Long qu'il peut continuer. J'étais très étonné. En allant à Paris, je pensais qu'on écouterait, on dirait c'est intéressant, il faut qu'on y réfléchisse, et puis le cas échéant, on prendra contact avec vous. C'était ça que j'attendais. Quelque chose d'aussi immédiatement positif montrait que, au fond, du côté français, on était arrivé à une réflexion semblable à celle du GPA. C'était qu'il fallait pouvoir se parler. Et se parler de façon sérieuse, c'est-à-dire dans le plus grand secret, et pour commencer par l'intermédiaire de quelqu'un en qui on pensait pouvoir avoir confiance, c'est-à-dire en l'occurrence un Suisse. Je sais que vous avez des liens de parenté avec professeur Jean Bernard, même Louis-Jacques. Est-ce que ça vous a aidé justement dans cette mission? Ça a aidé dans la mesure où j'ai pu immédiatement trouver les moyens de communication, les points de chute et les lieux de rencontre. C'était évidemment très facile. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait fallu trouver quelque chose, il aurait fallu le construire, et avec toujours risque de fuite. Là, j'avais une chance extraordinaire, c'est de pouvoir agir instantanément. D'ailleurs, si on regarde la chronologie, ça a été très vite, n'est-ce pas? Et pouvoir agir instantanément et avec une sécurité totale en ce qui concerne ceux qui... Il n'était que deux, c'est-à-dire mon cousin le professeur Jean Bernard, qui, non seulement du fait qu'il soit médecin, mais aussi du fait qu'il ait été résistant actif pendant la guerre en France, sait ce que c'est qu'un secret et la nécessité de garder un secret, et que de l'autre côté, l'interlocuteur, le premier interlocuteur côté français, c'était Louis-Jacques, un homme qui m'a connu depuis que j'étais très, très jeune, il est plus âgé que moi, et avec qui, d'une façon ou de l'autre, j'ai eu de nombreux rapports, par conséquent quelqu'un avec qui je me trouvais en toute confiance et qui, lui, de son côté, voulait bien m'honorer de sa confiance. Alors, faire démarrer une action de bons offices
secrète dans ces conditions-là. C'était, il n'y a pas de doute, un très grand avantage. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait fallu consacrer pas mal de temps, beaucoup plus de temps pour arriver. Et ça aurait été tragique parce que, encore une fois, des deux côtés, la situation était mûre pour chercher à se parler et chercher une solution. Et d'autre part, la guerre d'Algérie, c'était quelque chose d'atroce parce que les victimes tombaient de chaque côté jour après jour. Et je veux dire, dans toute cette affaire, moi j'ai été en mon fort intérieur talonné par la volonté de ne pas perdre de temps en me disant chaque jour perdu, il y a des victimes qui tombent. إن عبارة الجنرال دوغول الشهيرة قل لأوليفي لون أن يواصلها تظهر لنا جليا أنها عبارة مليئة بالأمال فيما يتعلق بمصير المفاوضات الجزائرية الفرنسية. لذا سألنا السيد طيب الحروف عن معنى هذه العبارة فقال: واحد الوقت قبل لوسيرن، قبل الفرنسويين يقترحوا علينا الملتقى في لوسيرن ما بين بومبيدو ودلوس ومنجل الله يرحمه أنا، فيه عملية ثانية أخرى مخطرة، une opération dangereuse qui a été menée par les partisans de l'Algérie française. كان الأخ سعد الله يذكره بالخير في جنيف لأمور نتاع الصحة نتاعو باش يداوي، جاني نهار وقال لي وانا عليك راه جاني انسان اسمه شايي وجاب لي برقيه ممضيه من راسين، شيف كابيني تاع دوبري، شيف دو كابيني نتاع دوبري هو رئيس الحكومه بريمي مينيستر، وراهم يقولوا لي رانا متفقين باش نتكلموا معاكم في المفاوضات وكذا، كانها ما فيهش شيء من قبل هذا. أنا في نفس اليوم حسيت باللي هذه الألعاب هذه باش يعني سيتي بور توربيي لا نيغوسياسيون بيسكو سيتي لالجيري فرانسيز، لأنها موجودة الوقت هذاك ناس سواء في الرئاسة الفرنسوية وإلا في الحكومة الفرنسوية ولا في الإدارة الفرنسوية، ناس كانت تتعرقل في الأمور. ولهذا أنا قلت لهم لهذا نحن اخترناكم أنتم لأنها تكونوا يعني ناس يعني مستعدين لأشياء اللي ممكن تكون فيها عمليات اللي تحب تهدم هذا الاتجاه. كلمت لون في الحين قلت له راه فيه خطر، راه الناس راهم يلعبوا وراهم اتصلوا باخ شخص من الحكومه نتاعنا لانه كان سكرتير جنرال سعد، وهذا الشيء يعني ما يدل باللي ان فيه العاب. يا هل ترى المفاوضات فيه والا ما فيهش؟ لون تخلع النهار هذاك il était très surpris et il a pris immédiatement l'avion pour aller à Paris. راح شاف جوكس très surpris également، طلع شاف الجنرال دوغول قال له روح قل له باللي فيه مفاوضات واحده وفيه رئيس دوله واحده والمفاوضات هذيك انا والرئيس دوله انا، وقل مسيو لون يكمل الشغل نتاعو. ديت مسيو لون دو كونتيني. فوالا ان بو كومون سا سي باسي. وبعد هذه الجملة الشهيرة قيادة الحكومة المؤقتة طلبت بواسطة ممثلها في روما مواصلة عملية المفاوضات. يوم 19 فبراير 1961 الحكومة المؤقتة توافق على مقابلة في مدينة لوسيرن السويسرية بشرط أن تكون هذه المقابلة في سرية تامة، وهي المقابلة التي جمعت على الجانب الفرنسي السيدان بومبيدو وبرونو دولوس، وعن الجانب الجزائري الأستاذ أحمد بومنجل والطيب الحروف. ورغم الخلافات التي سادتها فهي تعد بداية حسنة. فلنستمع في الأول الوسيط السويسري ومن بعد الممثلين الفرنسي والجزائري الذين لا زال على قيد الحياة. Si je dis que c'est un bon début, c'est parce que je l'ai vu sur le visage des protagonistes quand ils sont sortis de la salle de séance. Vous savez,
ça se voit ces choses-là. Nous avions arrangé les choses de façon que les deux Algériens soient dans un Boumendjel et Boulaouf, soit dans un hôtel, les deux Français dans un autre. Nous les mettions face à face dans un troisième hôtel. Ils avaient une salle de conférence et nous, c'était mon ami Boukhar et moi, nous étions deux pour ça. Et naturellement, après les avoir présentés, leur montrer la salle dans laquelle ils allaient travailler, nous nous sommes retirés sur la pointe des pieds et nous avons attendu qu'ils sortent. Ils ont eu deux sessions, une le matin, puis ils ont pris déjeuner séparément, et une autre l'après-midi. Et en les voyant sortir l'après-midi de cette salle de réunion, on voyait sur leur visage qu'ils étaient satisfaits. Et quand on songe à la situation, il y a de quoi. C'était la première fois, depuis le début de la guerre d'Algérie, que des officiels français et des officiels du GPA se rencontraient et discutaient pendant 2 demi-journées de la façon de chercher à mettre fin à ce conflit, à cette guerre. Et manifestement, ils s'étaient réciproquement estimés, dans ce sens que de part et d'autre, ils me l'ont dit séparément, ils ont trouvé que les interlocuteurs étaient des personnes valables. Ce qui voulait dire que le contact était noué. Et après tout, depuis, là, encore une fois, le début de la guerre d'Algérie, c'est la première fois que se nouait un contact direct entre Français et Algériens, cherchant ensemble à mettre fin à la guerre. Et ceci en l'espace de deux demi-journées de discussion. Alors, j'ai trouvé que c'était extrêmement satisfaisant. Et les deux côtés, j'ai entendu dire séparément que, effectivement, on était satisfait de cette réunion parce qu'elle avait permis de prendre contact, d'entrer en matière de façon très sérieuse sur un certain nombre de questions. M. Deleuze, on dit que la rencontre de Lucerne était un bon début dans les négociations. Avez-vous cette impression? Vous me ramenez des souvenirs anciens et qui sont très contrastés. Je crois qu'il était essentiel, et c'est une décision, à la fois du général de Gaulle et du CNRA, que des émissaires se rencontrent, là, dans le secret. On n'a annoncé rien à personne, vous le savez, les conditions de rencontre étaient extraordinairement compliquées, et je dois dire que là, je vais rendre hommage à nos amis helvétiques qui ont tout fait pour que la paix soit réinstaurée entre la France et l'Algérie. Donc, mais je dis que vous me ramenez à des souvenirs du passé qui sont contrastés. Car, vous le savez, qui il y avait? Il y avait M. Boumendjel, M. Boularouf, il y avait M. Pompidou et moi-même. Quand nous avons commencé les négociations à 10 h du matin dans un hôtel de Lucerne, excusez-moi, le début a été épouvantable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Pompidou a pris la parole et en rappelant les intentions du général de Gaulle, que le CNRA connaissait d'ailleurs, en rappelant parce que ces intentions avaient été dites publiquement, et deuxièmement, il y a eu vous savez bien, des rapports entre le CNRA et les Français juste avant. Et tout de suite après, il a donné la parole à M. Boumendjel. Et M. Boumendjel, qui était un homme de grande qualité, de très grande qualité, a, personnellement ou sur instruction, je n'en sais rien, prononcé un réquisitoire très violent contre la politique de la France à l'égard de l'Algérie. Tant et si bien que M. Pompidou
a opposé la réponse la plus négative qui puisse être, c'est-à-dire le silence. Pendant 3 minutes exactement, il n'a pas répondu. J'ai pris la parole pour demander à M. Boumengel pourquoi il faisait ça. Est-ce que ça avançait une négociation? Est-ce que c'était pour en préparer la rupture? Quel était son objectif, son intention? Nous nous trouvions tous les 4 là, et on c'est tout, et ça, rien ne devait être communiqué à la presse. Par conséquent, pourquoi ce réquisitoire, comme devant une cour d'assises, afin que la presse s'en empare et en fasse les titres de ses journaux? À quoi cela servait-il? J'ai fait une certaine référence à une certaine chose, ce n'est pas la peine que je le cite ici, tant et si bien que M. Boumengel a éclaté de rire et a dit bien joué. Et nous sommes repartis de l'avant. Mais c'est pourquoi je vous dis, le départ a été extraordinairement mauvais. En 10 minutes, tout a failli être joué. Bon. Quelles étaient les intentions de M. Boumengel, pour lesquelles je vous dis, j'avais une estime tout à fait grande, ses qualités intellectuelles, humaines, d'avocat de grande cause, tout à fait. N'empêche qu'il avait fait ça, et ça a failli tout bloquer. Bon, ce mieux pas. Bon. Et nous avons, à ce moment-là, et M. Pompidou a, à ce moment-là, je dirais, entamé les négociations en passant d'un sujet à l'autre, en lisant ou en commentant les instructions du général de Gaulle, qui sont d'ailleurs rappelées dans la correspondance, les carnets écrits du général de Gaulle, qui ont été publiés, qui sont maintenant à la portée d'un chacun. Et la négociation, la vraie négociation, s'est engagée. Tout à fait, sur tous les points qui étaient la souveraineté, la reconnaissance de l'indépendance, les problèmes militaires, les problèmes d'atomes, etc., etc. Tout était passé en revue. Et je dois dire, en cela, à mon avis, cette rencontre a été tout à fait utile. Même avec des divergences. Oui, bon, ça c'est normal, mais c'est normal. Une négociation, c'est pas un mariage. Hein.